RCN. Le son de la différence. Sur RCN, Xavier Lefebvre. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, c'est Xavier pour votre émission Info Senior. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Vous étiez dans les bistrots tout hier soir, sur les terrasses, vous avez fait la Java. Mais on n'est pas à Broadway. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joëlle Nicolas, qui est directrice d'un EHPAD. Elle va se présenter. Le mois dernier, j'avais un président comme invité. Et maintenant, je voudrais que Joëlle nous éclaire sur la vie dans les EHPAD, parce que la vie en EHPAD a été beaucoup critiquée, brocardée, surtout par ceux qui savent pas ce qui s'y passe. Donc là, elle va nous dire la vérité. Bonjour Joëlle. Bonjour Xavier. Merci d'être venu. Et de rien. Alors, tu diriges quel établissement et ça se trouve où ? Alors moi je suis la directrice d'une maison de retraite qui s'appelle la Sainte Famille et qui est située à Montigny-lès-Metz et c'est un établissement de la Fondation Vincent de Paul. Ah, pas Saint-Vincent de Paul. Non, on a perdu le Saint quand on est passé au statut de fondation. Ah bah oui. Donc c'est une fondation qui est basée à Strasbourg. D'accord. Et toi, t'es à Metz et il y en a sur Nancy ? Nous sommes à Metz et c'est une fondation dans laquelle il y a un secteur sanitaire, il y a des cliniques, il y a un secteur aussi de solidarité pour accompagner des personnes qui sont à la rue, qui sont en grande difficulté sociale. Un secteur de l'enfance aussi qui est assez étendu sur la Moselle et sur l'Alsace et également un secteur de personnes âgées, donc avec des maisons de retraite, une dizaine de maisons de retraite réparties sur les territoires, sur les départements de la Moselle, Meurthe-et-Moselle, et également sur l'Alsace. D'accord. Donc ça représente pas mal de monde, tant en nombre de salariés qu'en nombre de personnes accompagnées. Et ton établissement, alors plus précisément, tu accueilles combien de personnes, de résidents ? Alors nous sommes situés à Montigny-lès-Metz et nous sommes un établissement de 120 chambres. Sur ces 120 chambres, il y a 5 places pour de l'hébergement temporaire. Et il y a également à côté de l'établissement un accueil de jour qui peut accueillir 12 personnes. Donc les accueils de jour, c'est des établissements, c'est des structures qui sont prévues pour accompagner à la journée des personnes qui ont des troubles cognitifs de type maladie d'Alzheimer. Et c'est à la fois pour stimuler les personnes âgées, mais c'est aussi pour permettre aux aidants familiaux de se reposer un petit peu, parce que accompagner des personnes avec des troubles cognitifs, des démences de type Alzheimer, c'est quand même très fatigant. Ah, alors là, t'excites ma curiosité. T'entres tout de suite dans le vif du sujet, la vie en établissement. C'est vrai que les aidants... Alors, je vais surtout te parler dans ce cas-là de la maison de retraite, Bien où sûr. nous, on accueille donc 120 personnes qui sont âgées. On a une moyenne d'âge qui est à peu près de 87-88 ans. Et on accueille des personnes qui, pour certaines, ont des troubles cognitifs, mais qui d'autres n'en ont pas. Et c'est vrai, on pourra parler aussi dans la société de l'image de la personne âgée. Oui. De l'image de la personne âgée dépendante, de la vie qui nous attend tous plus ou moins et qui peut quand même être plutôt belle. Moi, je trouve que dans l'établissement, il y a beaucoup de personnes qui vivent bien leur troisième, quatrième âge, qui ont retrouvé du sens, qui ont retrouvé des amis, qui ont retrouvé des activités et qui vivent quand même plutôt bien. L'important pour moi en tant que directrice, c'est évidemment que les gens soient correctement soignés, que les gens soient bien accompagnés, qu'ils mangent bien, mais c'est aussi qu'on retrouve du lien social. Je pense qu'une maison de retraite qui vit sans lien social, il manque quelque chose. On est des êtres sociaux, on a besoin certes de dormir, de manger, d'être correctement soigné, mais on a aussi besoin de relations avec les autres. Et quand on n'a plus cette relation avec les autres, là il y a quand même quelque chose qui ne va plus. Et les maisons de retraite, mais je pense que les maisons de retraite, en tout cas les directeurs qui sont mes collègues, ont quand même tous à cœur de faire en sorte que cette question, cette dimension du lien social, elle soit
qu'elle soit travaillée d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les relations avec la famille, mais il y a aussi tout ce qu'on peut créer à l'intérieur d'une maison de retraite comme lien social entre les résidents eux-mêmes, avec les bénévoles et puis bien évidemment avec les salariés. C'est vrai que les générations, donc les personnes âgées que vous accueillez maintenant sont pas celles que moi j'ai connues de mon temps, et les directeurs de l'époque sont plus ceux qui sont là maintenant. Il y a une nouvelle mentalité que je trouve parmi les directrices et les directeurs qui n'était pas la plus répandue à l'époque, où on s'occupait que du soin et le reste on s'en foutait, quoi. Sauf des exceptions naturellement. Alors oui, je pense que si ça peut encore exister, en tout cas, je pense quand même très sincèrement que ça doit être de moins en moins le cas. Non, mais il se trouve que les journalistes ils sautent là-dessus et ça a le don de m'exaspérer, quoi. Oui, alors c'est sûr qu'il faudrait déjà commencer par aller voir ce qui se passe en maison de retraite et puis pas rester sur des images, sur des a priori. Mais ce qu'on peut quand même observer sur toutes les 10-15 dernières années qui viennent de s'écouler, c'est qu'il y a quand même un changement du public qu'on accueille en maison de retraite. C'est-à-dire que quand on vit en maison de retraite, on est quand même de plus en plus âgé, voire de plus en plus dépendant. Il y a quand même toute une panoplie d'aides qui peuvent se mettre en place à domicile pour que les gens restent à domicile le plus longtemps possible, et c'est vraiment très bien. Mais ça veut dire aussi que quand les gens viennent en maison de retraite, c'est que ce maintien à domicile devient quand même difficile et qu'il faut trouver une autre solution pour les personnes qui ne peuvent plus rester seules chez elles et qui ont besoin d'aide trop importante. Et si je dis que les maisons de retraite maintenant sont les anciens longs séjours, je me trompe ou... Alors, oui, on peut d'une certaine façon dire ça, c'est-à-dire que quand on nous pose la question maintenant de savoir si est-ce que votre maison de retraite est médicalisée ou pas, je pense que toutes les maisons de retraite aujourd'hui sont médicalisées parce que forcément il faut des équipes d'aides-soignantes, des équipes d'infirmières, il faut aussi de l'équipement, il faut des lits médicalisés, il faut des lèvres-malades, des rails, donc on est quand même très médicalisé. Mais par rapport à l'évolution justement du public des personnes âgées dans les maisons de retraite, c'est-à-dire par rapport à cette augmentation de la dépendance, ça a voulu dire aussi une évolution du personnel, une formation du personnel peut-être différente aujourd'hui de ce que c'était il y a 20 ans, de façon à pouvoir accompagner les personnes âgées. De nouveaux métiers peut-être. C'est avec l'émergence de nouveaux métiers. Avec des nouveaux métiers. Avec des nouveaux métiers, oui, qui viennent aujourd'hui dans les maisons de retraite, et aussi avec une évolution de ce qu'on attend du personnel soignant. Pour prendre un exemple très simple qui tourne autour de l'animation, dans mon établissement, je leur dis toujours que l'animation, ça n'est pas la cerise sur le gâteau. L'animation est quelque chose d'extrêmement important, au même titre que des bons soins et qu'une bonne alimentation, et ça rejoint la question du lien social et de l'entretien de lien social dont je parlais tout à l'heure. Et l'animation, c'est aussi pouvoir, à travers certaines activités, conserver des capacités qu'on a et qu'on ne veut surtout pas perdre. Et ces capacités, c'est aussi bien de la force musculaire que ces capacités de réflexion, ces capacités cognitives. Et ça veut dire qu'à travers toutes les animations qu'on va mettre en place, eh bien, les résidents vont passer certes un bon moment. Il va y avoir des moments de plaisir, de discussion, mais en même temps, il va y avoir un travail sur, par exemple, de la gym ou de la danse ou d'autres activités qui sont plutôt de type stimulation cognitive, de façon à garder son énergie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique. J'ai assisté à des séances de gymnastique assise en fauteuil, c'est génial. Oui. Donc tu peux nous donner des exemples, parce que nos auditeurs et nos auditrices, ils aiment bien les exemples, le concret. Par exemple, est-ce que vous faites venir des animaux de compagnie, ou comme la collègue avait fait venir des lamas, des alpagas, pardon, ou... Alors, il y a plusieurs choses.
par exemple, alors ça c'est ce qu'on va appeler la médiation animale, mais en termes d'activité, nous ce qu'on fait, on fait de la gymnastique, on fait de ce qu'on appelle de la danse en position assise. Ah bien. Donc ça c'est assez sympathique, c'est vrai qu'il y a de la musique, tout le monde se laisse un peu entraîner par les mouvements et chaque musique est une histoire et en fonction de l'histoire qui est racontée, il y a des mouvements, il faut lever les bras, il faut lever les jambes, il faut un peu se pencher, il faut se tourner. C'est aussi une activité physique. D'ailleurs, les personnes qui commencent à participer à ce type d'activité, le lendemain nous disent en général, je recommencerai plus, je suis trop fatigué, j'ai mal partout. Oui, mais sauf qu'il faut au contraire continuer. C'est un peu comme ils sont là. Voilà. Et puis c'est un peu comme quand on est plus jeune et puis qu'on reprend une activité sportive. Oui, quand on n'a rien fait depuis plusieurs années, on est quand même un peu fatigué. Effectivement, on a mal partout. Donc il y a ce type d'activité. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle de la boccia, c'est un espèce de jeu de pétanque où on peut jouer en groupe, on peut jouer individuel, il peut y avoir une équipe contre une autre. Enfin, il y a des possibilités en tout cas de faire des choses assez sympathiques et puis de créer de l'émulation dans les groupes. Il y a aussi comme activité, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir également donc des ateliers équilibre. On est aussi on est sur se faire plaisir, on est sur garder un peu sa masse musculaire. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a certaines personnes qui ne tombent plus ou qui tombent beaucoup moins depuis qu'elles font ces activités de gym. Évidemment. Et parce que parce que les muscles sont un petit peu plus sollicités qu'ils l'étaient certainement auparavant. Et puis on a des activités aussi qui sont plus des activités intellectuelles où il faut réfléchir, où il faut trouver des solutions. Et pour revenir sur la médiation animale, donc nous en avons aussi dans l'établissement. Donc c'est un vrai métier. On ne décide pas d'être médiateur animalier comme cela. Et c'est donc une personne qui intervient dans l'établissement et qui vient donc avec différents animaux. C'est pas forcément toujours les mêmes. Donc dans les animaux qui l'accompagnent, il peut y avoir un chien, une poule, une jolie petite poule. Combien d'œufs? Toute mignonne. Alors je sais pas si c'est vraiment une bonne pondeuse, mais en tout cas, elle plaît à beaucoup de monde. Également une caille. Un lapin, et puis il me semble qu'il a encore un ou deux petits animaux. Et donc cette association qui s'appelle l'Ami Canin, puis qui circule sur la Moselle, vient dans l'établissement et moi je lui demande quand même de s'occuper en priorité d'aller vers des personnes qui ne peuvent pas participer à d'autres activités. Ouais. Parce qu'on accueille quand même dans l'établissement à la fois des personnes qui n'ont aucun trouble cognitif, mais pour qui, par exemple, il peut y avoir à un moment donné des risques de chute qui sont trop importantes, mais qui peuvent faire encore plein de choses. Et puis, entre ces personnes-là et d'autres personnes qui ont des troubles cognitifs ou qui peuvent être alité pour différentes raisons, parce que quelques personnes ne sont absolument plus mobiles, et à ce moment-là, de les faire participer à des activités, d'entretenir ce fameux lien social dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, le lien avec l'animal permet quand même encore de susciter des émotions et puis permet quand même encore un échange. Donc cette médiation animale, elle se fait aussi plutôt en priorité en direction de ces personnes qui sont vraiment en plus grande difficulté et qui sont quand même plus j'allais dire plus malades, je sais pas si on peut dire plus malades, mais qui en tout cas ont des difficultés et des troubles cognitifs qui les empêchent de participer aux autres activités. Et puis après, moi je suis pas non plus ouverte aux propositions des salariés, c'est-à-dire que quand il y en a un qui a une bonne idée, on y va et puis on va jusqu'au bout de l'idée. Donc il y a quelques années, on a construit un jardin thérapeutique. Ah bien. Et il faut savoir que la Sainte Famille, elle est dans une enceinte où il y a quand même pas mal de verdure autour. Il y a un grand parc, il y a ce jardin, il y a un autre petit espace qui est un petit verger qui est en face de la salle à manger, et ça fait 3 ans qu'on y installe des moutons. Donc la semaine prochaine, normalement, on devra avoir nos 2 moutons qui viennent à la Sainte Famille pour y passer tout l'été, et puis le cultivateur les reprendra. En général, il les reprend plutôt au mois d'octobre ou novembre, ça dépend un peu de la saison. À ce moment-là, vous ferez un atelier couture avec la laine. Oui, on m'a proposé l'atelier méchu aussi, mais bon, j'ai pas trop retenu. Je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais encore directeur comme toi, c'était passionnant ce métier. Hein.
j'avais fait venir une personne qui était médiatrice, qui avait 2 petits chiens, et elle allait dans l'unité protégée avec ses 2 chiens. Elle leur faisait faire du brossage aux résidents. Oui. Donc du brossage des poils, mais aussi du brossage des dents. Et chaque fois, il y a 2 résidentes qui se levaient et qui refichaient le camp dans leur salle de bain pour se brosser elles-mêmes leurs propres dents. Oui. C'est génial. Oui. Et nous, ce qu'on a vu, c'est des personnes qui ne parlaient plus et qui, par le contact, par le biais de l'animal, racontaient, c'était des phrases courtes, mais qui reparlaient et qui évoquaient des souvenirs liés à l'animal qu'elles étaient en train de caresser. Parce qu'elles avaient eu un animal quand elles étaient enfants. Parce qu'elles avaient eu un animal, parce tard. qu'elles avaient vécu au contact des animaux. Et on a une salariée, donc juste pour terminer sur les bonnes idées des salariés, il y a une infirmière qui a un joli petit chat et qui vient aussi très régulièrement avec son chat et qui anime un atelier aussi. Enfin, c'est pas, il n'y a pas l'intitulé c'est pas estampillé médiation animale, mais dans la réalité, c'est quand même tout à fait ça. Il y a quelques personnes qui sont autour d'elle et puis elle parle du chat. L'objectif, c'est de parler aussi de ce qui se passe, d'échanger des souvenirs. L'animal permet aussi comme ça de faire renaître un peu des souvenirs aux uns et aux autres. Bah, c'est une animation naturelle. Ouais. Voilà, comme à la maison. Et ce qu'on observe aussi, qu'on n'a peut-être pas forcément anticipé dès le départ, c'est que de faire venir des animaux en maison de retraite, ça attire aussi les petits-enfants. Ben oui. Comme tu disais tout à l'heure, les maisons de retraite, on veut surtout pas les voir, on veut pas voir ce qui se passe dedans, on veut pas voir la vieillesse, on veut pas voir tout ce qui peut être désagréable et qui est lié à l'avancée dans le grand âge et qui est quand même lié à la dépendance. On met ça sous le tapis, on veut pas voir ce qui s'y passe. Eh ben, ça veut dire aussi qu'on n'en parle pas, ça veut dire qu'on traite moins ces questions-là, et ça veut dire qu'on n'y emmène pas forcément les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Et le fait d'avoir des animaux, donc là notamment les moutons qui sont à demeure dans la Sainte Famille, on voit un petit peu plus de petits-enfants qui viennent voir leur arrière-grand-père ou leur arrière-grand-mère. Donc c'est fort sympathique. C'est de la concurrence aux zones Malzé, d'Amnéville. Oui. Et on va continuer parce qu'on va y mettre des poules. Ah. Voilà. Excellent. Donc il y avait des demandes de résidents et de salariés. J'ai longtemps freiné des cas de fer en me disant mais qui va s'occuper des poules ? Oui, bah c'est ça. Tout le monde est d'accord pour avoir un chien, mais c'est toujours le père qui va sortir. Nous avons constitué des groupes et ça y est, les poules sont. C'est intéressant ce que tu viens d'expliquer. Sont tes collègues, les salariés, qui font des propositions. Et ça, c'est très intéressant. Mais est-ce que les familles font des propositions ? Oui, les familles font aussi des propositions. Est-ce qu'elles sont... Alors, il y a des choses tout à fait informelles qui peuvent se passer entre les familles, les salariés et moi. Et puis, il y a aussi le CVS, donc ce qu'on appelle le Conseil de la vie sociale, qui est quand même associé. Et il y a quand même, il y a des idées qui... Mais c'est quoi le Conseil de la vie sociale ? Il y a qui là-dedans ? Ça sert à quoi ? Alors, le Conseil de la vie sociale, bon, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui doit exister dans chaque établissement, mais c'est surtout une instance qui rassemble à la fois des représentants des résidents, des représentants donc des familles, et des représentants des salariés. Alors, les représentants des salariés chez nous sont 2, et les représentants des familles d'un côté et des résidents de l'autre sont entre 6 et 8. Et donc, on discute d'un certain nombre de choses. Il n'y a pas de sujet fermé. On peut discuter de tout, de ce qui va, de ce qui va pas. Des projets, de ce qu'on croit qu'il va pas. Ça permet aussi d'expliquer le fonctionnement des maisons de retraite, parce que quand on ne sait pas comment ça fonctionne de l'extérieur, on peut découvrir ce que c'est que le fonctionnement d'une lingerie, le fonctionnement d'une cuisine, oui, qui est le sujet qui fâche souvent en maison de retraite. T'as retrouvé mes chaussettes? On en a retrouvé, mais on n'a retrouvé qu'une. C'est aussi le problème. Tu retrouveras l'autre le mois prochain. Donc le CVS, oui, ça permet de discuter de pas mal de choses, et ça permet d'expliquer le fonctionnement des maisons de retraite, et en même temps, à certains moments donnés, de discuter ensemble de la meilleure solution pour traiter un problème ou faire proposer des animations. Oui, puis c'était un bon support aussi pour faire passer les messages. J'imagine que pendant la période de Covid, il a fallu que tu sois très pédagogue pour expliquer les raisons de protéger les résidents, ou au contraire, à nouveau les réunir, leur permettre de se revoir. Ça n'a pas dû être facile.
Alors oui, bon, alors d'une façon, quand on est en fonctionnement normal, on va dire, hors période Covid, une année ordinaire, le Conseil de la vie sociale se réunit 3 ou 4 fois dans l'année pour aborder un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est le nombre de réunions statutaires qu'on a. Après, c'est sûr que quand on est en situation de crise, le Conseil de la vie sociale, il est quand même associé. On a fait quelques réunions extraordinaires autour du Covid pour parler soit du confinement, soit du déconfinement, soit des vaccinations, enfin pour à chaque fois informer les représentants du personnel. Et Du personnel d'un côté et des familles et des résidents de l'autre. Oui. Tu évoques la vaccination. Les résidents se sont fait vacciner de bonne grâce? Alors oui, chez nous, presque tout le monde est vacciné. Alors il y a quand même toujours des personnes qui refusent la vaccination. Il peut y avoir des gens avec des troubles cognitifs qui comprennent pas forcément bien l'enjeu. Donc mais là, il y a dans la certains cas, de confiance ou je sais pas. Alors dans ce cas-là, c'est avec la personne de confiance que les choses se discutent. Mais il y a aussi quand même des résidents qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas se faire vacciner. Ah bien sûr. Mais ça reste quand même assez minoritaire. Oui, la très grande majorité des résidents sont vaccinés. Donc je te pose pas la question par rapport à la vaccination des personnels parce que ça ne nous regarde pas. Ils n'ont pas d'obligation de se faire vacciner. Non, on fait quand même, on explique quand même. Pendant toute la période du Covid, on a fait quand même pas mal de réunions avec les salariés en période de crise. Moi, je faisais une réunion à peu près toutes les semaines pour un peu leur expliquer ce qu'il en était. Et quand on en est arrivé à la vaccination avec une vaccination qui devenait possible, on a aussi fait pas mal de pédagogie en expliquant l'intérêt qu'il y avait à se faire vacciner pour soi-même mais aussi pour les autres parce que quand on est jeune peut-être effectivement on peut attraper la maladie mais les risques sont quand même un petit peu moins violents que pour les personnes âgées mais en même temps on peut être un vecteur de contamination. Donc si on se vaccine pas pour soi, faut aussi se faire vacciner pour les autres. Moi ce qui me fait rire c'est les jeunes mères de famille qui ont des enfants en bas âge qui se font interviewer qui veulent pas se faire vacciner. Alors que la première chose qu'elles font, elles se précipitent pour aller faire vacciner le chien ou le chat. Leurs enfants contre la polio, la rougeole, la rubéole, je sais pas quoi, la poliomyélite. Ouais, moi je leur dis toujours que le fait d'avoir la possibilité de choisir entre une vaccination et une non vaccination, c'est quand même c'est quand même des préoccupations de pays riches. Parce que dans les pays où il n'y a pas de vaccination et où on aimerait les avoir, on les a pas. Donc, je pense qu'on a oublié l'importance de la vaccination. Eh oui. On n'a pas parlé de l'alimentation. Comment ça se passe? Ils sont servis à table? C'est un self-service? Les deux. Ah ouais. Les deux. Donc nous on a une cuisine interne, donc il n'y a pas de sous-traitance. Donc on a une équipe de cuisiniers. Et puis j'en profite pour signaler quand même que d'avoir des cuisiniers qui aiment faire à manger et qui savent cuisiner, c'est un vrai bonheur parce que ça permet de faire plein de choses. Donc on a une cuisine interne, toute la production est faite sur place. Et puis l'atelier cuisine pour les résidents. Exactement. Donc on tient compte des avis des uns des autres. Alors on reste quand même sur de la cuisine assez traditionnelle. On a des repas de fête de temps en temps, on a des repas semi-gastronomiques de temps en temps quand on fête Noël, quand on fête on est quand même la fondation Vincent de Paul. Donc nous on fête quand même la Saint-Vincent de Paul tous les ans au mois de septembre. Et là on a vraiment un grand repas de fête où on invite le maire, où c'est les petits plats dans les grands. Wow. Et donc oui, c'est servi. Donc c'est un self, mais du self, les plats sont préparés par le personnel de cuisine et les assiettes sont servies. C'est servi sur assiette, sur table, pour chacun. Après, c'est vrai qu'il faut tenir compte un peu des régimes de chacun. En maison de retraite, en tout cas chez nous, c'est un peu comme ça. Les régimes qui étaient des régimes peut-être un peu stricts avant, quand les gens avaient 50, 60, 70 ans, c'est vrai quand on a 90 ans, d'avoir un régime strict sans sel ou sans sucre, il faut vraiment que ça soit... Alors, ça veut pas dire qu'on n'en fait pas, mais ça veut dire que quand c'est une habitude de vie et que c'est pas franchement justifié, en général, c'est discuté avec les médecins. Et puis, dans certains cas, ça permet quand même un peu d'élargir l'alimentation, parce qu'il faut quand même pas se cacher que bien manger, je crois que plus on avance en âge et puis plus qu'on a dans l'assiette, c'est quand même important et qu'on aime bien se faire plaisir aussi. On a la chance en France d'avoir d'excellents produits, puis on est gourmand. Et on est aussi gourmand.
Donc sur cette question de l'alimentation, puis pour revenir encore sur les ateliers, sur les animations, la semaine dernière, on a l'animateur, 2 infirmiers et une aide-soignante qui avaient décidé de préparer un petit plat. Donc ça a été travaillé. Donc le repas a été fait entre les résidents. Enfin, ils ont travaillé, ils ont fait leur popote le matin pour le repas de midi. Donc il y avait que je dise pas de bêtises, il y avait des petits toasts au saumon en entrée, donc que les résidents ont préparé avec les salariés. Donc ils sont allés faire les courses auparavant, ils ont préparé leurs toasts. Il y avait, je crois qu'il y avait du confit de canard, et puis ils avaient fait une belle tarte au fromage en dessert. Donc tout ça, ça a été fait le matin même avec un groupe d'une dizaine de résidents, et on fait ça de temps en temps. Mais c'est génial. Dites donc, chers auditeurs, chères auditrices, on va se faire inviter pour la fête de Vincent de Paul, là. Alors moi je vous invite, il n'y a pas de souci, venez voir la maison, elle est ouverte, elle est ouverte. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une très mauvaise image des maisons de retraite. Il n'y a pas eu